effectivement, comme on l'a dit, l'Afrique est un continent qui est avec une population très jeune. Donc, il va falloir quand même trouver des débouchés pour cette population-là, pas simplement dans les administrations publiques, mais les accompagner dans l'entrepreneuriat, notamment accompagner ces jeunes porteurs de projets. Selon une étude récente, qui date d'une année, qui a été menée par la Boston Consulting Group, les marchés en ligne pourraient générer environ 3 millions d'emplois dans des créneaux qui existent actuellement dans le domaine de l'emballage, du stockage, de la livraison, de la logistique, mais également dans de nouveaux créneaux, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans le domaine du marketing digital, dans le domaine de la logistique urbaine. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités, mais ces opportunités, pour qu'elles puissent contribuer au commerce intra-africain, il faut vraiment que ça soit des PME, des MPME, enregistrés en Afrique, qui arrivent à transformer et à positionner des produits africains à plus forte valeur ajoutée, de manière à ce que des produits donc sénégalais puissent également être commercialisés rapidement en ligne pour le marché sud-africain. En ce qui concerne les défis, je ne vais pas trop m'attarder sur la question des infrastructures parce que je pense que tout le monde sait que c'est le plus gros défi. Ce sont les infrastructures, c'est la logistique, c'est la connexion Internet, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, le taux de pénétration est quand même n'est autour que de 40%. Donc bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais le plus important pour nous au niveau des défis, c'est plutôt les défis qui sont liés à la question de l'inclusion. L'inclusion vis-à-vis des PME, des MPME et notamment des MPME appartenant aux femmes et appartenant aux jeunes. Là, il est important de voir qu'il y a une question qui est celle des capacités, des compétences en matière digitale qui, dans une certaine mesure, demeure relativement faible, même si dans un pays tel que le Sénégal, on a fait beaucoup, on a pas mal investi, notamment avec le CETIC, mais il faudrait qu'il y ait plusieurs CETIC, il faudrait qu'il y ait plusieurs centres d'excellence sur le continent, de manière à pouvoir, encore une fois, développer les compétences et accompagner les jeunes porteurs de projets. Il y a également le faible taux de bancarisation. Comme vous le savez, en Afrique, ce taux est relativement faible puisqu'il y a une prédominance des échanges informels et aussi donc de l'utilisation des espèces. Et le taux de bancarisation est très faible. Les pays qui ont les plus forts taux, c'est Maurice, c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Gabon, et le Maroc. Donc, l'accès au financement, même s'il y a ces plateformes aujourd'hui de crowdfunding, l'accès au financement reste également assez problématique puisque les taux d'intérêt qui sont demandés aux entreprises sont des taux d'intérêt qui sont très relativement élevés. Je ne vais pas dire très, mais qui sont relativement élevés, même si on voit que ces derniers temps, il y a des efforts qui sont faits pour pouvoir justement les réduire. Donc voilà. Et puis, les défis, c'est aussi d'avoir des politiques cohérentes, des stratégies cohérentes. Le Sénégal a donné l'exemple avec le Rwanda en adoptant justement d'ailleurs sous l'égide du ministère du Commerce et de la ministre, son Excellence Madame Diatta, une stratégie justement sur le e-commerce. Donc ça, c'est en ce qui concerne les défis qui sont liés, je dirais, à l'inclusion. Mais il y a le défi également qui est lié à l'intégration. Donc l'intégration, la ZLECAf est censée donc apporter une dynamique positive en ce qui concerne les échanges intra-régionaux, mais encore faut-il connaître le profil du consommateur africain, connaître ses besoins, connaître ses attentes en termes de produits. Nous pensons au niveau du Centre du commerce international, à travers les différentes études que nous avons réalisées, que certains produits, notamment ceux qui sont les produits de la cosmétique, de la mode, les biens culturels, sont des produits qui ont un fort potentiel de contribution au commerce intra-africain. Nous pensons également que si on investit un tout petit peu sur la question des paiements ainsi que sur celle des infrastructures, on peut arriver à améliorer l'écosystème au niveau continental pour pouvoir justement faciliter un peu, pas faciliter, mais promouvoir le commerce électronique. Enfin, le dernier point, c'est en ce qui concerne donc les esquisses de solutions
des solutions sur le court, sur le moyen et sur le long terme, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais il faut quand même commencer quelque part. Nous pensons qu'il est important d'investir dans les compétences, d'investir dans l'innovation. Il faut promouvoir l'innovation et les nouvelles technologies. Il faut essayer de travailler sur le système de code barre intelligent pour permettre de tracer les envois. Il y a une initiative qui est en cours au sein de l'UEMOA pour pouvoir justement disséminer largement l'utilisation des codes barres. Il y a également cette application que vous connaissez qui est le What3Words qui utilise aujourd'hui la géolocalisation pour donner une adresse à tous, même à ceux qui n'ont pas d'adresse entre guillemets officielle. Il y a les drones qui ont été utilisés, comme vous le savez, par UPS, par exemple, pour livrer dans des zones difficilement accessibles. Et il faut investir donc dans les incubateurs. Donc, le premier point, c'est vraiment de promouvoir l'innovation à travers les éléments que je viens de mentionner. Le deuxième point, en ce qui concerne les esquisses de solutions, là, c'est aussi de pouvoir prendre aux discussions qui sont actuellement tenues au niveau multilatéral, notamment sur le commerce électronique. Au niveau de l'OMC, il y a un groupe de travail sur le commerce électronique. Il y a 5 pays africains, dont le Sénégal, qui ont rejoint ce groupe de travail. C'est important aussi, nous pensons que les autres pays africains puissent suivre cette dynamique, ne serait-ce que pour écouter, pour partager les bonnes pratiques et pour mieux s'armer afin ensuite de mener les réformes qui seront, demandées pour pouvoir créer l'écosystème favorable et faire émerger donc des PME qui seront des PME qui pourront ensuite devenir, nous l'espérons en tout cas, atteindre le niveau de ces GAFA américains ou de ces Bytex chinois. Il y a aussi un dernier point, et là je clôture ensuite mon propos, c'est intégrer les besoins des MPME dans les négociations sur le protocole, sur le e-commerce, donc dans la phase 3, puisque c'est important quand même que les décideurs politiques, les négociateurs en chef puissent intégrer la perspective du secteur privé dans les négociations, puisque c'est quand même ce secteur privé, c'est un PME qui, au quotidien, sont confrontés aux défis que pose aujourd'hui la commercialisation en ligne. Donc, c'est dans cette perspective, d'ailleurs, que le Centre du commerce international a préparé une étude qui sera lancée très bientôt pour aider justement les négociateurs en chef à pouvoir prendre en compte les différentes dimensions du commerce électronique et à travers également notre programme e-com Connect, pouvoir appuyer les MPME afin qu'elles puissent donc accroître leur compétitivité en proposant des produits et services, surtout des produits à plus forte valeur ajoutée à destination du commerce africain, de manière à ce on a aujourd'hui au Sénégal Wikari avec Oumar Yam, qui est une espèce, excusez-moi l'expression de Mark Zuckerberg, mais il faudrait qu'il y ait cet écosystème et les moyens pour qu'il puisse justement atteindre aussi ce qu'a atteint Mark Zuckerberg, et ceci est tout à fait possible en le replaçant dans le contexte africain. Voilà, donc je vous remercie et je reste à l'écoute s'il y a des questions de l'audience au moment opportun. Merci. Merci beaucoup, Madame Diallo, pour cette présentation et pour l'état des lieux, en fait, du commerce électronique sur le continent qui apporte une note positive dans la morosité ambiante, parce que vous nous avez clairement indiqué que c'est un domaine qui bouge, c'est un domaine où les idées et l'innovation ne manquent pas. Et je pense qu'il est important également que nos décideurs soient au fait de cette dynamique pour pouvoir l'accompagner, la soutenir et permettre qu'elle émerge de manière encore plus tangible et durable. Parce que beaucoup d'idées, beaucoup de PME, beaucoup d'activités, vous avez parlé de la distribution, vous avez parlé de l'accès à des services en ligne pendant la période du confinement, que tout cela ne soit pas juste, je dirais, contextuel et circonstanciel, mais qu'on puisse réellement arriver à pérenniser et à accompagner les entreprises dans ce sens-là. Vous avez également, effectivement, comme l'a fait Simon avant vous, fait le plaidoyer pour que le e-commerce soit un élément
important de négociation. Alors, deuxième ou troisième phase, nos décideurs prendront la décision, mais j'espère que avec toutes les études qui sont en train d'être présentées, le plaidoyer pour accélérer le processus est là et qu'ils en tiendront compte. Merci beaucoup donc à Simon et à Aïssatou pour leur présentation qui a permis donc d'introduire le sujet et une mise en contexte. Maintenant, nous allons faire un zoom géographique en ayant des présentations sur le pays hôte de l'IDEC, qui est le Sénégal, et à travers donc 3 présentations. Je voulais juste dire aux panélistes que les 2 premières présentations ont déjà débordé sur le temps, mais comme le sujet est intéressant, je n'ai pas souhaité intervenir là-dessus. J'aimerais demander au prochain de faire un peu plus d'efforts, mais dire que pour l'interactivité et les questions-réponses, il y a un chat et il y a une option questions et que vous pouvez déjà vous préparer à répondre à certains des points qui ont été mentionnés dans ces 2 outils. Donc maintenant, la parole va être donnée à M. Idrissa Diabira, qui est le directeur général de l'Agence pour le développement de l'encadrement des PME, qui va nous parler de la politique nationale de soutien à la compétitivité des PME et surtout les stratégies de reprise post-Covid. Et de la même façon, va nous dire ce qui se fait en termes de commerce électronique et de l'environnement qui est mis en place pour faciliter et pérenniser ce commerce électronique. Donc, M. Diabira, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Alors, et encore félicitations pour l'initiative de ces débats. Alors, je vais survoler la présentation. Ça permettra au moins d'avoir les yeux rivés sur quelques chiffres et quelques données en présentant, en partageant mon écran et en m'efforçant effectivement de rester dans le temps qui m'est imparti. Si j'y arrive pendant que je discute, c'est parfait. À défaut. Donc, apparemment, l'écran n'arrive pas à se partager. C'est pas grave. Donc, nous ne comptabiliserons pas l'installation dans le temps que vous êtes imparti. Pardon? Nous ne comptabiliseront pas l'installation de la présentation sur le temps qui vous est imparti. Merci beaucoup. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de le faire en même temps. Donc, se présenter rapidement la DPME, en premier lieu. En second, rendre compte des résultats d'une étude que nous avons organisée, Arsuñu Koom-Koom, en Wolof, où sauvons nos PME, permettant de voir et d'apprécier un peu la crise au regard des petites et moyennes entreprises sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des secteurs, les enseignements que nous avons pu en tirer. Et en troisième lieu, donner peut-être une forme de démarche, d'approche, tant sur ce que nous sommes en train de faire que sur ce qui est prévu de faire dans le contexte effectivement de l'usage des outils digitaux et de la zone de libre-échange continental. Donc, juste un zoom, puisque effectivement il s'agit de regarder au travers du prisme du Sénégal. Le Sénégal a, en 2016, organisé ou établi un recensement général des entreprises. Elles sont 408 000 unités économiques localisées, donc les ambulants ne sont pas pris en compte. Donc, dans ces 408 000 entreprises, 99,8 sont des petites et moyennes entreprises. Pour le Sénégal, c'est celles qui ont moins de 2 milliards de chiffre d'affaires. Et les 2% qui font plus de 2 milliards font 70% du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises. Les problématiques sont celles que l'on a à peu près partout, sur les freins en matière de taux, de taxes, d'impôts, d'écoulement, le caractère informel ou le très faible accès au financement
de ces différentes PME, qu'elles soient formelles ou informelles, et la part du portefeuille des banques sur ces PME, à savoir que 9%. L'ADPME a pour ancêtre la SONEPI. Au Sénégal, dans les années 70, on avait une politique d'industrialisation. Et la SONEPI, la Société nationale en charge de la promotion industrielle, faisait partie des politiques des institutions mixtes chargées d'accompagner. L'ADPME est née en 2001, à l'issue des échanges entre la stratégie nationale sur le développement du secteur privé. Elle s'est restructurée en 2012, positionnée en agence d'exécution depuis 2015 et s'oriente dans le prochain plan stratégique sur l'axe d'être un tiers de confiance de l'écosystème, puisque la principale problématique évoquée par les différents acteurs est celle de l'information. J'insiste dessus parce que effectivement le thème c'est le commerce électronique, donc c'est aussi la numérisation de l'information, et cet élément est un point absolument central dans les stratégies permettant d'accompagner de manière plus efficace les PME, la maîtrise de ces informations qui les concernent et le partage de ces informations. Et donc notre option stratégique, c'est justement de pouvoir de jouer le rôle de tiers de confiance sur l'économie. En 2019, l'an dernier, nous nous sommes prêtés à ITC et là à une étude de benchmarking des organisations de promotion du commerce. 64 structures se sont prêtées à ce jeu-là. C'est plus de 225 indicateurs. C'est un peu dans une logique de démarche qualité. Le Sénégal, où l'ADPME a été positionné 18e dans le monde, parmi ces structures, 3e sur les 25 organisations en Afrique et première dans la zone CEDEAO, avec comme élément ou recommandation forte la mise en place du système de gestion de la relation client et une meilleure mesure de l'impact dans les projets, programmes que nous mettons en place parmi les recommandations. La vision que nous avons redéfinie, c'est d'avoir un accompagnement qui puisse être adapté au profil et aux besoins de chaque PME pour en faire un futur champion. Cette vision redéfinie s'appuie aussi notamment sur le rapport de la CNUSED il y a 2 ans, indiquant la nécessité de mieux sélectionner les acteurs accompagnés et d'avoir un accompagnement qui soit plus ajusté. Et je pense que dans la période aussi actuelle, même si l'entrepreneuriat ou la PME peut jouir d'un regain d'intérêt dont ils se font se féliciter, les modalités d'accompagner et d'identifier les besoins, les profils des acteurs pour leur offrir des accompagnements qui leur soient adaptés ou des financements qui leur soient adaptés, et la perspective de faire grandir ces acteurs demeure absolument essentielle parce que on a dans cette question pas mal d'autres défis à relever entre l'entrepreneuriat de survie et les locomotives qui ont vocation à tirer les PME. Au cœur de notre stratégie d'accompagnement se place la labellisation. C'est issu des concertations sur le crédit qu'on a pu mettre en place et qui vise en fait à faire de la notation, à définir le profil risque des PME, de sorte à leur faciliter différents accès au financement, au marché, à identifier celles à plus fort potentiel et à faire du monitoring notamment. Parmi les quelques derniers éléments, sur les 2012-2019, on a pu mobiliser près de 30 milliards de francs CFA en assistance technique ou auprès des institutions financières, 11 milliards notamment l'année dernière, dans le cadre du dispositif de refinancement bancaire de la BCAO, mécanisme pour faciliter l'accès au financement des banques et refinancer les PME. Donc voilà globalement la DPME. Fin mai 2000 de cette année, donc nous avons entrepris de faire aussi une enquête justement sur les problématiques liées aux petites et moyennes entreprises. 817 PME se sont prêtées au jeu, 50 à Dakar, 50,3% à Dakar, 49,7% dans les autres régions, dans chacune des régions. 27% étaient des femmes. Quasiment tous les secteurs d'activité étaient concernés, en particulier en premier lieu l'agriculture, le commerce, le service aux entreprises parmi les premiers. Toutes les formes juridiques, même si celles majoritaires étaient les entreprises individuelles,
20% des répondants étaient des exportateurs, d'entreprises qui faisaient de l'exportation. 74% des entreprises avaient entre 1 et 30 millions de chiffre d'affaires. 44% d'entre elles étaient déjà accompagnées et pour 80% se disaient satisfaites de l'accompagnement. Pour ce qui est de la régularité ou de la formalité des entreprises, concept très difficile à appréhender, mais 60% disent avoir une comptabilité régulière. Donc, parmi les impacts sur la crise, on a 90% des entreprises qui se sont dit négativement ou très négativement impactées, 25% pour négativement, une perte de plus de 30% de son chiffre d'affaires, et 60% très négativement, entre 60 et 100% de son chiffre d'affaires. Parmi les mesures qui ont eu le plus d'incidence, notamment l'interdiction des déplacements, la fermeture des frontières et les interdictions de rassemblement. Ce qui est très intéressant, on a sollicité les mesures prises par les entreprises pour pouvoir faire face à la crise. Il y a dans le top 5, au-delà des suspensions de leur activité, vous avez aussi, sur le prisme commerce électronique, pour 25% d'entre elles, la mise en place de services en ligne et pour 23,8% d'entre elles, le télétravail. Parmi les premières, vous aviez aussi d'autres mesures qui ont été prises en place. Autre enseignement, la difficulté que l'on connaît d'accès à la bancarisation, la faible connaissance des mesures prises par l'État du Sénégal, la BCEAO ou les banques. 75% disaient ne pas être informés de celles-ci, mais 94% des entreprises estimaient être utile d'être accompagné pour pouvoir accéder à ces différentes mesures. Enfin, parmi les mesures d'assistance sollicitées, on les a distinguées en assistance technique financière et assistance fiscale et sociale, mais dans le prisme dans le sillage de ce débat, a signalé que 25% de ces entreprises, parmi l'assistance technique, requièrent ou sollicitent des accès à des outils de digitalisation, soit télétravail, de gestion de la relation client et autres. Les autres services, même s'ils ne sont pas spécifiquement digitaux, être digitalisés. Je veux, par exemple, tout ce qui est l'appui à la commercialisation et autres. Je termine, parce qu'effectivement le temps est court, sur la démarche pour accompagner ces PME, notamment dans le contexte post-Covid, ces deux grands axes. La formalisation massive des PME. 97% des PME au Sénégal ne disposent pas d'état financier au sens du CISCOA, ce qui est un élément majeur sur l'information. Et on a vu la concentration du chiffre d'affaires sur un très faible taux. Donc, formaliser massivement d'une part, accompagner des futurs champions, donc changer la structure d'accompagnement des PME. Et comment est-ce qu'on le fait? On a défini un paradigme d'intervention avec en particulier l'accès au marché qui est le premier de ces axes, en particulier les marchés publics intérieurs ou extérieurs, dont on a les chiffres de référence, et un axe transverse qui est la mise en place d'une plateforme numérique, d'un système intégré d'intelligence économique, se basant sur les données des PME, notamment pour les interconnecter avec le système financier et ou avec les différentes plateformes qui peuvent exister, pour notamment en avoir un profil qui soit plus juste pour ceux avec lesquels ils commercent, donneurs d'ordre, sous-traitants ou acteurs, et qui sont les briques essentielles sur lesquelles on se repose. On est accompagné en cela, au-delà de l'État du Sénégal, par les différentes coopérations, notamment coopération allemande sur la mise en place d'un guichet unique financier, ou certaines autres coopérations comme la BAD sur ce qui est la digitalisation du système d'information pour supporter l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Désolé pour avoir empiété sur le temps qui m'était imparti. Voilà globalement les démarches qui sont mises en œuvre pour favoriser la compétitivité des PME dans ce contexte Covid et post-Covid. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Kabira, pour cette présentation. En fait, lorsqu'on organise des séminaires comme celui-ci et qu'on invite des panélistes, le nombre de bonnes pratiques en termes d'activité des PME, etc., est assez élevé. Mais très souvent, et c'est un peu la faiblesse de nos structures économiques, nous restons à un niveau anecdotique. Ce sont des initiatives isolées et nous ne sommes pas dans le structurel et le systémique. Et je pense qu'une structure d'accompagnement comme la DPME est très très importante pour justement être là en soutien des PME, pour lancer une PME, l'accompagner et faire en sorte qu'elle vive le plus longtemps possible et qu'elle puisse, dans le cadre du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui de la compétitivité, créer les conditions qui vont permettre d'avoir de futurs champions, des futurs champions au niveau national, mais également des futurs champions au niveau sous-régional, continental et international. Nous parlerons sans doute tout à l'heure dans les interactions des chaînes de valeur régionales et de ce qu'il faut mettre en œuvre pour que nos entreprises aillent au-delà, je dirais, d'une zone de confort habituelle et puissent s'engager sur des terrains beaucoup plus larges à travers justement l'environnement que va permettre de mettre en place la zone de libre-échange. Merci beaucoup pour cette présentation encore une fois. Nous allons maintenant passer à la présentation de M. Falumbo Faye, qui est le directeur adjoint du commerce extérieur au ministère du Commerce et des PME du Sénégal, qui va nous parler donc de l'aspect, je dirais, prise en charge du secteur public, de ces questions développement des PME, en présentant la stratégie nationale de soutien au secteur exportateur, en présentant des perspectives de relance post-crise et de développement du commerce électronique à l'intérieur du continent. Donc, je parlais de chaîne de valeur régionale. Je suis persuadée que vous allez nous en dire deux mots et nous dire comment le Sénégal se prépare ou s'est déjà préparé à ne pas être seulement un acteur, à avoir des acteurs locaux, mais avoir des acteurs qui puissent être compétitifs au niveau du continent. À vous, Monsieur Fan. Merci beaucoup, madame. Je pense que vous me recevez. Parfaitement, oui. Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord saluer tous les panélistes pour cette activité. Remercier aussi l'IDEP pour cette collaboration entre l'IDEP et le département du commerce. Pour le sous-thème pour lesquels je vais intervenir, je vais axer mon intervention sur quelques points. Permettez-moi un peu de revenir un peu sur ça. Parler un peu quelques éléments de contexte, mais aussi quelques enjeux et opportunités pour la ZLECAf pour le Sénégal. Mais ce qui est plus important, à mon avis, c'est d'évoquer l'accompagnement qui a été véritablement fait au niveau du Sénégal, mais aussi l'accompagnement qui est prévu quand même dans les dispositions pertinentes de cet accord commercial régional. Quelques objectifs de l'accord, je ne voudrais pas m'attarder là, les objectifs en termes de création de marché, le renforcement de la compétitivité, la promotion du développement industriel. Vous soulignez d'abord que l'accord, comme Madame le ministre l'a indiqué, est entré en vigueur depuis le 30 mai, après le dépôt du 22e instrument de ratification. À la date du 28 juillet 2020, il est signé par 54 États de l'UA, dont 28 l'ont également ratifié. Je pense que ça, on peut en passer rapidement. Quelques enjeux, Madame la Présidente, surtout l'enjeu en termes de création de marché avec des populations, une population qui va passer de 1,2 milliard à
à 2,5 en 2050. Les enjeux liés à l'élimination de tout ce qui est les barrières tarifaires et non tarifaires. Je pense que les interventions de la CIA et du CCI ont parlé un peu de réduction du coût, les opportunités d'accroissement du commerce, mais aussi l'augmentation de la concurrence. Tout ça, ce sont l'amélioration ou bien même la perte probable de compétitivité pour les paiements, mais aussi la promotion d'une meilleure répartition de ressources. Ça aussi, c'est un certain nombre d'enjeux. L'opportunité pour le Sénégal, je pense, Madame le ministre l'a indiqué tout à l'heure, l'Afrique est la principale destination des exportations du Sénégal, mais pour le moment, en tout cas, le potentiel du commerce n'est pas encore exploité parce que ce potentiel peut être davantage diversifié compte tenu véritablement du commerce au niveau africain. Donc, la zone de libre-échange permettrait au Sénégal d'élargir son marché au niveau africain. Mais ça, c'est une opportunité pour tous les pays africains, mais aussi d'échanger avec la communauté africaine. Ce qui est plus important, à mon avis, ce sont ces quelques diapositives portant sur l'accompagnement pour les paiements. D'abord, il faut juste préciser dans l'accord, quand même, il y a certaines dispositions déjà qui prévoient véritablement l'accompagnement, le renforcement de la compétitivité des produits. Parce que lorsqu'on établit des produits à exclure de la libéralisation, quand même, on tient quelques critères liés véritablement au renforcement de la compétitivité de certains produits. Lorsqu'on établit également des produits sensibles qui vont bénéficier d'une période de libéralisation plus longue, mais aussi d'une période transitoire de 5 ans après le démarrage de la libéralisation, ça aussi, souvent, on évoque des questions de renforcement de la compétitivité, en tout cas des produits fabriqués par des paiements ou bien par des grandes entreprises. Les mesures traditionnelles de défense commerciale, l'accord contient à son sein des dispositions relatives à ça. C'est tout ce qui concerne les mesures de sauvegarde qu'on pourrait déclencher lorsque certains paiements rencontraient des difficultés du fait de la libéralisation, mais également tout ce qui concerne les mesures pour lutter contre les subventions ou bien pour lutter contre le dumping. Tout ce qui concerne aussi la clause des industries naissantes, ça aussi c'est une disposition qu'on retrouve dans l'accord, qu'on pourrait actionner dans certaines circonstances et sous certaines conditions quand même liées à la mise en œuvre de l'accord. Les règles pour régir les pratiques anticoncurrentielles, bon, ça aussi, ça va être discuté surtout au niveau de la seconde phase de négociation. Quel accompagnement aussi pour les paiements, la promotion de la compétitivité. Bon, ici, la promotion du cadre des affaires, l'innovation en matière de propriété intellectuelle. Bon, toutes ces questions, je pense, ce sont des questions de la seconde phase. Mais je pense, tout à l'heure, on a évoqué la stratégie nationale de développement et de promotion des exportations de services et la stratégie nationale de développement du commerce électronique. Ces stratégies-là ont été adoptées en décembre 2019. Et d'ailleurs, même pour la stratégie du commerce électronique, dans ce contexte de mise en œuvre de la ZLF, dans ce contexte de Covid-19, il a été engagé sa mise en œuvre de ses projets phares, à savoir la plateforme de commerce électronique e-commerce Sénégal. En outre, les efforts de renforcement de l'écosystème du commerce électronique ont été menés dans le cadre de l'amélioration des points relais et des services de distribution. Bon, tous ces aspects-là ont été faits dans le cadre de la mise en œuvre de ces stratégies sur le commerce électronique. Mais aussi la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la ZLECAf, dont l'objectif recherché à travers son axe 3 est de rendre les entreprises sénégalaises plus compétitives sur le marché africain. Cela passe par un renforcement du programme de mise à niveau, un accompagnement mesuré et régulier, l'élimination des entraves aux exportations, notamment les barrières non tarifaires, et l'amélioration de la qualité des produits et des services exportés par le Sénégal sur le marché africain. Il s'agit par ailleurs de promouvoir véritablement un environnement des affaires propice. Le financement de cette stratégie est en tout cas estimé à un montant d'un peu plus de 145 milliards.
Je pense que c'est l'occasion ici d'inviter tous les partenaires véritablement techniques et financiers, véritablement d'appuyer le Sénégal véritablement pour la mise en œuvre de cette stratégie de la zone de libre-échange continentale. Pour terminer aussi, là, c'est le plan de relance de l'économie nationale. Vous savez, dans ce contexte de Covid-19, il y avait en tout cas un programme de résilience économique et sociale qui a été adopté aussi à le plan de relance de l'économie nationale. Dans le cadre même de la mise en œuvre de ce plan, dont l'objectif est d'identifier des mesures pour accompagner la relance de l'économie sénégalaise. En tout cas, un certain nombre de projets ont été véritablement proposés qui sont des projets liés au commerce et qui concernent le commerce, des projets concernant le commerce et les paiements, notamment, et qui sont relatifs à l'amélioration de l'accès au marché, au l'appui aux exportations. En tout cas, ces projets ont été proposés au niveau pour tenir compte véritablement des aspects liés au commerce, des mesures liées au commerce qu'on pourrait prendre. Madame la Présidente, voilà un peu quelques points. J'ai constaté que au niveau des questions, il a été beaucoup, en tout cas les participants ont fait beaucoup état véritablement des questions liées à la propriété intellectuelle. Je dois rappeler aussi cette question et de la seconde phase, notamment aussi les questions concernant de la concurrence, mais également tout ce qui concerne les investissements. Comme l'a indiqué certains participants, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé que le commerce électronique soit véritablement la troisième phase des négociations. Même si j'ai entendu qu'au niveau de la CIA préconise pour qu'on amène ça au niveau de la deuxième phase. Bon, je dois indiquer que l'accord prévoit quand même à son article 29 des procédures véritablement pour amender ces dispositions-là. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que l'amendement de l'accord, les amendements proposés sont adoptés par consensus par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Voilà, Madame la Présidente, pour rester un peu dans le temps, l'économie véritablement de ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Fall, pour votre présentation qui montre comment, en fait, le gouvernement sénégalais se prépare, enfin, est préparé et continue à préparer le lendemain de la crise et toutes les mesures d'accompagnement qui sont prévues pour les PME. Et je pense qu'il est fondamental, effectivement, qu'on puisse arriver à consolider ce tissu qui représente le plus grand employeur de nos pays et qui permet dans les opportunités post-crise d'apporter de nouvelles opportunités d'emploi et de création d'entreprises. Vous avez également parlé du programme de relance économique et nous avons été honorés à l'IDEP à travers le directeur de notre division formation-recherche et son équipe, donc M. Moustapha Sadmi Jalal, de participer avec l'équipe du système des Nations Unies à l'élaboration de ce plan de relance et à l'identification des domaines justement qui peuvent être candidats à une plus grande attention pour permettre que la sortie de crise se fasse de manière efficace et réussie. Merci encore, Monsieur Fall, et puis merci aussi d'avoir anticipé sur les questions-réponses et d'avoir été attentif aux différentes interrogations de nos participants. C'est vrai que la propriété intellectuelle et sa protection fait partie de ce qui va être discuté dans le cadre de la zone de libre-échange, mais fait partie également des domaines où notre continent a des faiblesses réelles et nous-mêmes,
à l'IDEP, nous sommes en train de travailler sur un cours qui va permettre justement de voir comment soutenir une production africaine, parce que si on veut commercer, il faut avoir des produits pour commercer, et si on veut faire du Made in Africa, il faut produire in Africa. Et donc, comment est-ce qu'on peut accompagner les PME dans leur recherche de protection et permettre que l'innovation soit un peu plus réelle que ce qui est aujourd'hui, et que les fonds alloués à la recherche, au développement et à l'innovation au niveau des budgets nationaux, mais également au niveau de la participation du secteur privé, puissent être beaucoup plus importantes, et qu'on puisse maximiser les investissements dans ce domaine. Alors, vous l'avez tous dit, tout ce que nous disons n'a pas de sens si le secteur privé n'est pas impliqué dans les discussions, dans la prise de décision, dans l'orientation, l'identification des besoins, l'identification des faiblesses, mais surtout des forces sur lesquelles on peut capitaliser, et la manière dont ce secteur privé se prépare à rejoindre la zone de libre-échange et à devenir un acteur dynamique. Donc, je vais à présent, avec grand plaisir, donner la parole à Madame Maïmouna Savané, qui est la directrice générale de Wellness, qui va nous parler de l'accroissement des exportations vers l'Afrique et la durabilité du commerce électronique pour son entreprise. Je dis avec plaisir parce que beaucoup également ont commenté dans le chat et les questions sur la présence limitée des femmes dans le secteur productif africain, en tout cas leur présence limitée dans le secteur formel africain. Et donc, Madame Savané va nous dire ce qu'elle fait à son niveau pour justement que cette zone de libre-échange soit une réussite pour son entreprise, pour son pays et pour le continent. Madame Savané, vous avez la parole. Madame la directrice, je vous remercie de m'avoir invitée à ce webinaire, et je voudrais également remercier le directeur général de l'ADPME qui vous a suggéré mon nom. J'espère avoir ma présentation. Je ne sais pas si on peut me faire accéder à la présentation PowerPoint. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais axer ma présentation sur le temps de manipuler, voilà, sur les deux grands axes de la question des questions qui m'ont été posées. Quels sont les enjeux d'accès au marché et quelles opportunités d'accès au marché pour les PME? Je voulais juste, Madame la directrice, avec votre permission, montrer quelques slides, parce que lors des présentations, mes prédécesseurs ont indiqué la nécessité de créer de la valeur ajoutée locale, donc la transformation des produits pour l'Afrique. Wellness est une entreprise qui intervient dans les cosmétiques naturels et les ingrédients naturels. C'est à partir du végétal, des richesses des terroirs de notre pays, le Sénégal, que nous faisons la transformation pour produire ce que vous allez voir maintenant. Voilà. En cosmétique, notre offre se présente comme ça. C'est une offre qui est décomplexée, qui peut compétir sur tous les marchés, que ce soit les marchés africains, les marchés internationaux, où nous avons déjà une présence grâce au digital, et j'en reparlerai tout à l'heure. Nous faisons également de l'herboristerie, des produits à valeur ajoutée, tels que les gélules, à partir de poudres végétales, qui sont des produits de très haute valeur ajoutée. Donc, voilà ce que je voulais montrer pour introduire Wellness, ce que nous faisons et comment nous sommes connectés à des chaînes de valeur locales pour créer la valeur ajoutée. Alors, quels sont les enjeux d'accès au marché? Pour Wellness, je commencerai par dire que nous avons une proposition de valeur sur laquelle nous sommes très ancrés. Une proposition de valeur qui veille à être en alignement avec les besoins des clients. Et cette proposition de valeur, nous
la construisons en faisant une offre compétitive. Une offre compétitive qui permet d'avoir des produits de qualité, la qualité que nous mesurons à 2 niveaux principalement, au niveau du contenu donc, et du contenant. Parce que l'emballage est très important. Le packaging est un facteur de marketing absolument essentiel pour non seulement préserver la qualité intrinsèque des produits, mais également pour attirer la clientèle. La compétitivité prix, comment faisons-nous pour nous organiser pour avoir une proposition de prix qui soit le plus accessible possible? Pour cela, nous segmentons le marché sur le packaging, mais en offrant la même qualité de produit à toutes les catégories de segments de marché. Et la différenciation, comment créer un univers pour l'offre que nous faisons. Cette différenciation permet de se positionner sur un marché et de renforcer sa visibilité. Un autre élément sur les enjeux pour wellness, c'est quelque chose dont mes prédécesseurs ont parlé en long et en large, c'est la digitalisation. Nous parlons de digitalisation optimale, à savoir comment nous pouvons faire une synergie de tous les leviers digitaux qui sont à notre disposition. Le site de e-commerce, d'une part, mais également les réseaux sociaux. Comment nous pouvons imbriquer les réseaux sociaux pertinents dans notre stratégie digitale avec des solutions de paiement qui sont offertes par les agrégateurs et toute la stratégie de marketing digital, donc le inbound marketing pour attirer les clients vers notre offre. Un autre enjeu, c'est la capacité de production. Comment gérer la croissance avec cette opportunité de marché qui est en perspective? Comment faire pour répondre en temps et en heure à cette opportunité et la saisir au mieux de nos capacités? Les autres enjeux, je les qualifie d'enjeux transversaux. Certainement, nous-mêmes, nous y sommes confrontés, mais ça touche l'ensemble des PME. La résilience, le problème de la vulnérabilité dont Madame la ministre a parlé tout à l'heure. Comment les TPE et les PME peuvent assurer le readiness? Comment s'organiser en amont pour être prêt et intégrer cette opportunité de marché qui se présente pour pouvoir y avoir la meilleure présence possible, parce que nous voulons exporter pour aller vers d'autres marchés, mais également d'autres marchés, d'autres entreprises vont venir chez nous. Comment nous pouvons être prêts pour faire face à ce nouvel environnement commercial? La gestion des stocks de matières premières et de packaging. Avec la crise sanitaire, nous avons vu, parce que notre packaging, en tout cas pour wellness, nous importons l'intégralité de notre packaging, parce que sur notre marché local, nous ne trouvons pas une offre de packaging qui peut gérer, accompagner notre image de marque et l'ambition que nous avons pour la qualité de nos produits. Donc, nous sommes obligés de les importer. Et ces stocks, avec le Covid, heureusement, nous avions une politique de gestion de stock, étant entendu que nous importons ces emballages, pour pouvoir faire face au cours de cette période. Et en même temps, comme il y avait une réduction de la demande aussi, nous avons pu faire face et continuer à sévir sur certains marchés. Le financement est également un pas de croissance, c'est également accéder à un financement des ressources longues pour gérer l'investissement. La trésorerie, quelqu'un en a parlé, un des panélistes, comment faire pour avoir des ressources courtes et faire face aux besoins de fonds de roulement qui asphyxient énormément de PME parce que la trésorerie, elle est absolument essentielle. Le e-commerce est un enjeu. Le Covid n'a fait qu'accélérer en fait cette tendance de la progression du numérique qui est devenu un enjeu essentiel dans la stratégie des entreprises d'exportation et d'accès au marché continental. La connectivité est absolument essentielle. Comment les politiques publiques peuvent aussi renforcer cet aspect de connectivité Internet pour accéder à une bonne plateforme digitale.
La logistique du commerce également est un élément essentiel. Gestion des livraisons, les transports, les coûts, tous les logisticiens avec qui nous travaillons et leur capacité à satisfaire à notre demande pour accéder à ces nouveaux marchés. L'intelligence économique est également un point important, notamment pour les institutions de soutien aux PME, les institutions publiques et privées. Comment mettre à disposition l'information sur les pays vers lesquels nous pouvons aller et quel est le potentiel de positionnement pour que les entreprises également puissent saisir ces opportunités de marché. Donc voilà pour les enjeux, les quelques points que j'avais identifiés pour cette présentation. Alors l'autre point sont les opportunités d'accès au marché. Les présentations précédentes ont montré les enjeux que représentent, les opportunités de marché que représente la ZLECAf. Le marché intra-régional avec sa taille qui est inédite en termes de zone de libre-échange, ça a été dit, je n'y reviendrai pas, et surtout le potentiel de progression. Une fois, évidemment, tout ce qui doit être mis en œuvre le sera, notamment la suppression des droits de douane. Le FMI prévoit une progression de 33% du commerce intra-régional. Quand on sait qu'à l'heure actuelle, il est estimé à 15%, alors que si on prend l'Union européenne, le commerce intra-communautaire est estimé à 70%, la marge de progression, elle est exponentielle. Donc, une fois que les dispositions mises en œuvre pour faciliter la mise en place de ce marché unique, le potentiel d'opportunité est exponentiel pour les entreprises. Un autre enjeu, c'est la diversification des produits et l'innovation. Quelqu'un en a parlé aussi dans sa présentation. La diversification des secteurs d'activité pour stimuler des secteurs émergents, la diversification des produits et la créativité pour générer une offre nouvelle. Le e-commerce est un levier de croissance des exports, je l'ai mentionné tout à l'heure. Un autre point, c'est l'insertion dans les chaînes de valeur continentales. Nous, déjà, au niveau du Sénégal, nous travaillons sous forme en chaîne de valeur, en interconnectant diverses compétences dans les terroirs, les GIE, les groupements d'intérêt économique, essentiellement de femmes qui sont impliquées dans la collecte des ingrédients, jusqu'aux distributeurs, parce que nous n'avons pas de boutique aujourd'hui. Nous vendons en ligne ou à distance et nous travaillons en partenariat avec des distributeurs qui vendent nos produits. Donc, ces chaînes de valeur, elles sont essentielles et au niveau continental, une opportunité essentielle pour les stimuler. Et les partenariats B2B, avec des distributeurs, par exemple, dans la zone ZLECA pour faciliter l'accès de nos produits au marché. En même temps que nous travaillons sur le commerce électronique, nous pouvons également avoir des partenariats avec des distributeurs physiques au niveau pays dans le cadre de relations B2B. Et également, même au niveau de la production, des partenariats d'affaires peuvent être mis en place par le secteur privé. Donc voilà, Madame la directrice, quelques points que je voulais partager avec vous en essayant de donner une perspective opérationnelle à mon intervention, étant entendu que les autres intervenants ont couvert le reste des sujets. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Savané, pour cette présentation. Félicitations à Wellness qui se positionne dans la mise en valeur du patrimoine sénégalais. Et je pense que c'est tout à l'heure, nous parlions d'opportunités et je pense que pour beaucoup de pays, c'est une niche fondamentale qu'il va falloir développer davantage. Je fais souvent référence, quand il s'agit d'exportation, de diversification, de création de valeur ajoutée, à une phrase que répète le président Museveni, qui est qu'il estime qu'il est
enfin, les Africains, nous sommes les plus grands créateurs d'emplois dans le monde à l'ouest, dans le monde développé, puisque nous exportons nos matières premières et c'est ailleurs que ces matières premières sont mises en valeur, sont transformées et nous reviennent et nous les payons au prix fort avec le peu de devises que nous avons. Et donc, je pense que des initiatives comme la vôtre sont à saluer et à encourager. Et je suis persuadée que, justement, tout à l'heure, on parlait d'accompagnement des PME. J'espère que vous avez trouvé auprès des structures sénégalaises tout l'accompagnement nécessaire au développement de votre entreprise et des entreprises de la même nature. Je sais que beaucoup de pays sont très riches en patrimoine en ce qui concerne les plantes et donc ces transformations sont très très importantes. J'ai vu également beaucoup de commentaires dans le chat au sujet du packaging et de l'emballage. Et donc, je dis à Jenny Soukoulé que c'est un élément qui peut favoriser justement la création de chaînes de valeur régionales, puisque vous n'êtes pas obligé forcément de trouver les emballages, le marketing et le packaging à votre niveau, mais avec aussi bien dans le cadre des communautés économiques régionales que dans le cadre de la zone de libre-échange, ce sont des opportunités à créer et pour un certain nombre de sujets que vous avez identifiés dans le chat comme des faiblesses, une collaboration régionale est fondamentale parce que pris séparément, nos pays ne font pas forcément le poids, alors qu'en arrivant en rang organisé, et notre collègue de ITC peut nous en parler de manière un peu plus développée, en arrivant plus organisé, nous pouvons nous permettre de devenir des compétiteurs et de nous installer dans une économie globalisée. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Je ne sais pas, nous avons déjà dépassé le temps qui était imparti à ce webinaire, mais je pense que c'est important de donner la parole aux différents présentateurs pour peut-être réagir à ce qu'ils ont vu et aux questions qui ont été posées, notamment en ce qui concerne la CEA, par exemple. On a beaucoup parlé de financement et la crise du Covid a généré une crise de liquidité, un problème de liquidité, un problème de penser autrement le financement de nos activités. Donc, peut-être que Simon pourra nous dire un mot sur ce que la CEA a préconisé dans ce domaine-là. Il y a également des questions pour Madame Diallo en ce qui concerne la protection intellectuelle. Et comme vous êtes basée à Genève, je suis persuadée que vous travaillez en relation avec l'OMPI pour permettre que nos produits puissent justement arriver dans un monde de compétition avec les protections nécessaires. Monsieur Fall, on vous demande de nous dire ce sont les actions préconisées pour soutenir les questions d'offre et de la demande dans un contexte où l'informel est très très important. Monsieur Diabira et Madame Savané, on vous parle également, on vous demande de réagir sur la manière de relancer les PME qui ont pu rencontrer des difficultés pendant cette période ou qui rencontrent d'une manière générale des difficultés pour leur survie. Donc, autant de questions que l'équipe m'a résumé, que j'ai essayé également de voir sur le chat, mais que vous-même, vous avez également peut-être identifié à votre niveau. Donc, je vais commencer par Monsieur Nevel. Simon. Merci Madame la Directrice. Oui, effectivement, beaucoup de questions. J'ai essayé de répondre à certaines d'entre elles, mais nous sommes limités en termes de
quantité de texte que nous pouvons ajouter et donc les phrases ne sont pas forcément complètes. Juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, effectivement, la CEA, dès le début du Covid, a été très active en termes d'essayer d'évaluer l'impact du Covid sur les économies africaines, sachant que quand l'Afrique a commencé à être touchée au mois de mars, les conséquences n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc, il y a eu besoin de réviser aussi cet accompagnement au cours des mois qui ont suivi. Juste pour dire très brièvement, donc la CEA a eu des réunions assez fréquentes avec les ministères en charge des finances pour essayer de déterminer quelles actions précises et quelle enveloppe, autant que possible, les gouvernements pouvaient essayer de mobiliser pour essayer de contrer les mesures du Covid. Vous l'avez indiqué dans votre introduction, le Sénégal a été très actif en réaction au Covid-19, d'autres pays également. Je veux pas forcément aller dans les générales au niveau du soutien financier, mais peut-être un peu plus précis en reliant avec une question ou plusieurs questions même sur le chat ou dans la zone question plus précisément, qui est liée au financement, l'accompagnement en fait, puisque là on est vraiment dans les PME, l'accompagnement des PME dans le commerce électronique et comment, puisque la question était adressée à la CEA, quelles sont les possibilités offertes par la CEA pour aider les pays à pouvoir vraiment prendre en cours cette révolution technologique et capitaliser, notamment dans l'après-Covid. Très brièvement, ce que je voudrais dire, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est que, et c'est ce que j'ai commencé à dire dans le chat, ça démarre en termes d'accompagnement de la CEA avec le soutien aux États membres dans les négociations. Il y a tout un tas de questions qui doivent être négociées autour du commerce électronique. Il y a des questions très sensibles au niveau de la confidentialité des données notamment. Et donc, il faut résoudre tous ces problèmes et ça fera partie intégrante des négociations et la CEA est pleinement associée à l'Union africaine pour pouvoir soutenir les États membres dans les négociations et pour défendre leurs intérêts, pour mieux bénéficier de la ZLECAf. Juste pour dire aussi, peut-être de manière un petit peu plus concrète, que la CEA a déjà des initiatives pour aider à soutenir le développement de plateformes électroniques, de plateformes en ligne. Ça a été le cas notamment dans une collaboration avec Afreximbank, l'Union africaine, pour une plateforme en ligne sur les produits pharmaceutiques. Mais évidemment, il faut pousser cela au-delà et vraiment aider les pays et les PME à identifier les produits porteurs, les marchés porteurs dans le continent et les aider à développer les infrastructures nécessaires pour pouvoir prendre avantage de la réforme. Ce que je voudrais juste dire, et je conclurai là parce que je sais qu'on a très peu de temps, c'est que les PME ont vraiment gros à gagner avec la ZLECAf, mais en même temps, la ZLECAf ne peut pas fonctionner avec les PME. Et donc, c'est du gagnant-gagnant ou perdant-perdant. Et il y a des efforts à faire des deux côtés. Et je crois que les États membres comptent sur leurs PME et les PME comptent sur leur gouvernement et les partenaires pour les soutenir le mieux possible pour pouvoir matérialiser les bénéfices associés à la ZLECAf. Merci beaucoup. Merci Simon. Je vais à présent donner la parole à Madame Diallo. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. D'accord. Non, simplement 3 points. Peut-être d'abord saluer Madame Savané et notamment tout ce qu'elle fait pour l'entreprise Wellness.
C'est exactement ça, c'est promouvoir la valorisation des produits locaux et ajouter de la valeur. Elle a également parlé d'un élément qui est très important, l'accès à l'information commerciale pour connaître un peu les besoins et les attentes des acheteurs. C'est un point qui est important sur lequel travaille également ITC. Et elle a également parlé de la structuration des chaînes de valeur, même au niveau domestique, comment lier les producteurs, les transformateurs et ensuite pouvoir présenter tous ces produits sur une plateforme. Et au-delà des chaînes de valeur domestiques, aller vers des chaînes de valeur régionales. On sait qu'au niveau de la CEDEAO, notamment, il y a des chaînes de valeur prioritaires qui ont été identifiées, telles que justement le coton, la mangue, les TIC en ce qui concerne les services. Donc, c'est important de pouvoir aller aussi vers une démarche de chaîne de valeur pour essayer aussi de spécialiser un peu les économies de la sous-région, voire les économies du continent. Donc, c'est un point sur lequel je voulais également apporter une petite contribution. La question de l'emballage, ça a été dit, élément marketing, c'est une fonction, c'est vrai, mais c'est aussi un élément marketing. On sait que l'approvisionnement en emballage est relativement coûteux sur le continent africain. Donc là aussi, il y a, je pense, des choses qui pourraient être mises en place pour pouvoir justement développer un peu des industries de fabrication de l'emballage. On en a quelques-unes dans la sous-région, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Ghana, ainsi qu'au Nigeria, mais ce n'est pas vraiment suffisant car on a besoin d'élargir la palette d'emballage disponible pour pouvoir préserver justement les produits à commercialiser. Enfin, il y a un élément que vous avez mentionné, Madame la modératrice, qui a trait à la propriété intellectuelle. Donc, c'est vrai que c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui intervient sur ces aspects-là, mais l'ITC travaille énormément sur les questions d'indication géographique, donc envisager la propriété intellectuelle de manière à pouvoir exploiter davantage tout ce qu'elle peut apporter pour permettre de positionner les entreprises afin qu'elles puissent accéder à de nouvelles opportunités de marché. Et pour nous, c'est pour ça que dans l'accompagnement que nous faisons avec les micro, petites et moyennes entreprises, nous essayons de mettre l'accent dans la mesure du possible et en fonction des produits sur cette démarche marketing, cette démarche branding qui va ensuite permettre d'aller aussi vers, pour certains produits, des indications géographiques qui peuvent s'avérer être opportunes à avoir pour certains marchés africains, mais pas uniquement cette fois, pour aussi se projeter sur les marchés internationaux. Donc, je pense qu'il y a eu les discussions ont été très fructueuses dans le sens où vraiment plusieurs dimensions liées à la compétitivité des micro, petites et moyennes entreprises ont été soulevées. Et bien évidemment, je pense que le plus important, le message en tout cas, moi, que je pourrais donner au nom du Centre du commerce international, et c'est ce que nous faisons dans nos interactions avec les différentes parties prenantes, c'est de pouvoir vraiment dire que pour améliorer cette compétitivité, pour pouvoir positionner les entreprises, comme vous l'avez dit, Madame la modératrice, les MPME constituent quand même près de 80% du tissu économique de l'Afrique, il est important que toutes les parties prenantes puissent mettre en synergie leurs efforts de manière à pouvoir pousser dans la bonne direction pour créer justement l'écosystème qui va permettre à ces MPME telles que celle de Madame Savané qui, je l'espère, va grandir et devenir une championne au niveau du continent, de pouvoir percer le plafond de verre et accroître, avoir une contribution et un impact avéré sur les échanges commerciaux intra-africains. Voilà. Merci beaucoup, Madame Diallo. Je vais maintenant voir avec Monsieur Diabira s'il souhaite intervenir sur certains des points qui ont été soulevés dans le chat et les questions. Oui, merci beaucoup. Merci pour les différentes présentations et échanges. J'ai balayé, effectivement, retenu un peu la synthèse que vous avez faite sur les entreprises en difficulté. En fait, il y a une équation fondamentale qui est à résoudre dans le développement de nos PME, s'appuyant sur la dernière question de monsieur Kobar sur les entreprises informelles. Est-ce qu'on peut, oui ou non, articuler formalisation de nos PME, renforcement de leur compétitivité en même temps. Et la question du numérique, parce que je la mets plus là-dessus, est justement un point qui est un point essentiel pour pouvoir y arriver. Il y a une étude du CRDI qui indique que les déterminants de
de la formalisation des entreprises sont plusieurs ordres, sont l'accès au marché, l'accès à des financements, l'accompagnement dans les business plans, leur stratégie, ainsi que des législations qui soient favorisées. Or, on a souvent des approches en matière de formalisation qui sont par trop fiscales et qui ne s'appuient pas sur les déterminants de la formalisation auprès des managers. Alors, s'il y a une dizaine d'années, il était plus difficile d'avoir des plateformes en ligne et des outils qui pouvaient être déclinés au niveau individuel, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mettre en place des plateformes de e-commerce et derrière ces dernières, pouvoir faire en sorte que les entreprises puissent avoir accès à un système minimal de trésorerie, gérer leur trésorerie, gérer un certain nombre de fonctions commerciales ou un certain nombre de fonctions essentielles. Aujourd'hui, c'est possible, ça ne l'était pas hier. Et c'est ce qui amène les PME ou un certain nombre de ces entreprises à pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'est le premier point. Le second, l'ADPME a un certain nombre d'outils qui sont aussi à ce moment-là comme encore plus pertinents que d'autres. On a un fonds à frais partagés, fait du matching ground, on subventionne les PME dans un certain nombre de services d'appui, d'assistance technique auxquels seules elles ne pourraient pas aller. Ces subventions peuvent aller jusqu'à 90%. Dans le cadre du Covid, par exemple, des subventions qui étaient ciblées à 50% avec la Banque mondiale, on a pu les augmenter à 85%, d'autres qui étaient à 80-90% dans les zones rurales avec l'Agence française de développement ou l'Union européenne ou la GIZ, on a pu les porter à 100% même pour que les producteurs ou les PME puissent y accéder et bénéficier d'appui. Or, je pense qu'en matière justement de digitalisation, en matière d'accès à un certain nombre de ces outils, le fait de pouvoir presque briser le tabou parfois qui ne dit pas son nom, même si on doit sélectionner correctement, briser le tabou de subventionner les acteurs pour pouvoir se renforcer et renforcer leur compétitivité, notamment en accédant à des outils qui correspondent à leurs besoins en matière de renforcement technique, de personnel ou d'outils digitaux, c'est aussi quelque chose d'absolument essentiel et c'est parmi d'autres des missions que nous, on se donne, mobiliser des ressources pour davantage appuyer les petites et moyennes entreprises. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Diabira. Et vous avez vu que dans le chat, il y avait beaucoup de questions sur votre institution et la manière dont vous accompagnez les différentes PME au Sénégal. Et je suis persuadée qu'il pourrait y avoir un suivi avec des participants d'autres pays qui aimeraient apprendre de vos succès, mais également des problèmes que vous avez pu rencontrer pour éviter que même répètent les mêmes défaillances. Merci à vous. Je vais à présent donner la parole à Monsieur Fall. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais un peu revenir sur trois questions. Une question concernant les règles d'origine. Est-ce que les règles d'origine telles que définies dans le cadre de la ZLECAf permettent de certifier l'origine africaine des produits effectivement, parce que certifier l'origine d'un produit, c'est de voir est-ce que le produit répond aux critères d'origine qui ont été établis dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Ce que je dois préciser, c'est que les discussions sur les règles d'origine sont toujours, il y a certaines questions qui sont en suspens et d'autres ont été adoptées, certaines règles d'origine ont été adoptées, mais le Sénégal aussi assure la vice-présidence du groupe de travail technique sur les règles d'origine qui a été établi au niveau de la ZLECAf et que nous participons à ces travaux-là. En tout
tout cas les règles d'origine que nous avons ici, permettent véritablement de développer le commerce intra-africain, les chaînes de valeur intra-africaines. Certaines, ce sont des règles véritablement flexibles hein, pour certaines, parce que les règles de l'entière abstention ou bien les règles d'ouvraison ou de transformation suffisantes qui sont dans cet accord-là, véritablement, permettraient, à mon avis, de renforcer le commerce intra-africain. L'autre aspect, ça concerne un peu... il y a quelqu'un qui a indiqué que, à son avis, hein, la ZLECAf ne prend pas en compte suffisamment les questions de genre. Oui, bon, il n'y a pas dans l'accord hein, des dispositions relatives à des questions de genre, mais nous au Sénégal, lorsque nous avons établi la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf, nous avons bien pris en compte véritablement les questions de genre, l'impact de la ZLECAf sur en tout cas, ces questions de genre ont été prises en compte dans notre stratégie que je viens de parler. L'autre aspect, c'est concernant véritablement les actions préconisées pour soutenir l'offre et la demande dans un contexte fortement informel. Effectivement, il y a le secteur informel qui domine dans beaucoup de pays, mais les actions qu'on peut préconiser d'abord, c'est de formaliser un peu ce secteur, mais aussi, je pense qu'au niveau de la ZLECAf, les mesures qui ont été prises, en tout cas, les mesures visant à libéraliser davantage le commerce sur les biens et aussi sur les services, surtout, par exemple, des intrants intermédiaires ou bien des produits de consommation finale. Toutes ces mesures-là vont dans le sens de renforcer l'offre, vont dans le sens de renforcer la compétitivité des produits. Parce que si des produits intermédiaires sont soumis à la libéralisation, vous conviendrez avec moi, les coûts d'importation sur ces produits vont diminuer et également si les produits de consommation finale ont vu comment dirais-je, le droit de douane réduit progressivement jusqu'à leur élimination, vous conviendrez avec moi qu'une telle libéralisation pourrait avoir véritablement un impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs africains. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voudrais indiquer pour ce point. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Fall, pour ces précisions et pour les éléments nouveaux que vous avez apportés à la discussion. Je vais à présent donner la parole à Madame Savané, mais avant cela, je vois que certains de nos panélistes ont mis, et je les en remercie, leur contact dans le chat pour un suivi avec les participants. Et je pense qu'effectivement, un certain nombre de questions méritent approfondissement. Donc, je vous encourage à tous partager vos coordonnées pour qu'on puisse que ce ne soit pas juste un événement, mais une chaîne de discussion qui pourra se poursuivre dans le futur et nous laisser aussi à l'IDEP au courant de vos échanges et de ce qui résulterait de vos échanges dans le cadre de notre programme de monitoring et d'évaluation et de la mesure d'impact de nos activités. Madame Savané, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Directrice. Je pense que vous aviez posé la question de comment relancer les PME en difficulté. Moi, en tout cas, de mon expérience de terrain, parce que dans ce que je fais, je suis dans l'économie sociale et solidaire. Et ce sont des entreprises de très petite taille. Je pense que le coaching opérationnel est absolument essentiel. Comment aider ces structures à optimiser la qualité intrinsèque de leurs produits, quel que soit le secteur d'activité. Beaucoup d'entrepreneurs sont dans la transformation de céréales locales ou dans la transformation de fruits et légumes. Comment les aider sur les plateformes de production à préserver cette qualité intrinsèque de leurs produits qui déterminera la valeur de leurs produits. C'est absolument essentiel. C'est sur le terrain, ce n'est pas des formations ailleurs, mais un coaching in situ sur les plateformes pour les aider à faire mieux que ce qui est aujourd'hui sur le marché.
Le deuxième point, c'est le financement. Le besoin en fonds de roulement est un tueur d'entreprises, est un tueur de très petites entreprises, parce qu'on peut avoir un potentiel de développement et on n'est pas face à un système financier qui peut répondre de manière adéquate à ce type de besoin. Moi, personnellement, je n'ai rien contre la microfinance, c'est très bien, ça permet à des structures de résoudre certains de leurs problèmes, mais ma rationalité ne me permet pas d'aller à ce guichet à cause de leur taux. C'est très cher. Il y a quelque chose à faire pour le revoir. Et lorsque nous avons organisé le salon sur l'économie sociale et solidaire, le président de la République à qui nous avions fait visiter les stands avait interpellé les acteurs de la microfinance sur leur taux. Donc, cette discussion doit toujours être d'actualité. Le dernier point, c'est l'intelligence économique que j'avais mentionné tout à l'heure. Et Madame Diallo du CCI a réitérer ce que le CCI fait à ce niveau. Nous avons besoin également, avec nos structures pays, de voir quel format d'information nous voulons et je ferai du directeur général de l'ADPME le porte-voix de cette demande en relation avec la CEPEX et toutes les structures qui peuvent y contribuer pour qu'on ait dans leur site qu'on ait un accès à ce type d'informations à construire selon des formats qui peuvent être utiles aux entrepreneurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Savané, pour cette contribution finale. Chers participants, avant de clore nos débats, j'aimerais donner la parole à Monsieur Moustapha Sabni-Gelab, qui est le directeur de la formation et de la recherche au niveau de l'IDEP et qui, avec son équipe, a organisé, et avec vous, a organisé ce webinaire pour lui permettre également d'intervenir et de dire quelques paroles et peut-être mettre l'accent sur les commentaires qui ont fait référence au rôle de l'IDEP et à l'accompagnement que l'IDEP peut apporter aux différents pays. Moustapha ? Merci beaucoup, Madame la directrice. Merci beaucoup également à l'ensemble des intervenants. Effectivement, peut-être que je voudrais également rajouter 2 ou 3 points en plus de ce que l'IDEP propose en termes de renforcement des capacités, également réflexion dans le cadre de la fonction think tank et capacité analytique de la Commission économique pour l'Afrique. Ce que je retiens quand même beaucoup des interventions qui ont été faites, et en premier lieu par celle de Madame la ministre, c'est qu'il est nécessaire de faire la distinction entre 2 types de compétitivité, la compétitivité prix ou coût, et puis la compétitivité hors prix ou hors coût. Et on constate aujourd'hui, d'autant plus avec l'impact de la crise sanitaire et de la crise tout simplement due au Covid-19, que les dimensions liées à la compétitivité hors coût occupent une place importante dans, je dirais, la compétitivité globale des entreprises. Et lorsqu'on s'intéresse à la compétitivité hors coût ou hors prix, et les intervenants l'ont bien mentionné, les éléments relatifs à la qualité des produits, à l'innovation, à l'image de marque, et on l'a vu avec la chef d'entreprise, Madame la chef d'entreprise de l'entreprise Wellness, qui a bien indiqué que la qualité du produit était quelque chose d'important, mais aussi les délais de livraison, les processus de vente. Donc, on voit que la dimension de compétitivité hors coût, hors prix est un élément important dans la compétitivité globale des PME. Autre point qui me paraît important à souligner, c'est aussi la question du coût du commerce et donc la question de la facilitation des échanges peut être un élément, je dirais, moteur dans l'intégration des économies africaines au sein de cette zone de libre-échange continentale africaine et puis plus globalement faire en sorte que les PME puissent en bénéficier largement parce que ce sont elles qui sont derrière les processus d'innovation, d'apprentissage et in fine de création d'emplois. Je crois que c'est un point fondamental si on veut reconstruire
les anglo-saxons disent build back better, mais de reconstruire des économies résilientes et aussi de réduire les inégalités. La création d'emplois décents doit être au cœur des stratégies également dans le cadre de la ZLECAf, et les PME ont un rôle fondamental justement pour créer ces emplois décents et aussi faire en sorte que les personnes qui sont les plus vulnérables, l'intervention du docteur Simon Mevel l'a très bien indiqué, que les personnes les plus vulnérables dans le cadre de la crise actuellement sont les femmes, les jeunes, et donc de créer des emplois résilients, de créer une économie résiliente qui permette de réduire les inégalités, y compris les inégalités de genre, sont des éléments fondamentaux où les PME ont un rôle moteur, un rôle catalyseur pour aller de l'avant. Également, l'intervention de notre collègue Aïssatou du CCI l'a très bien indiqué en termes de création de chaînes de valeur régionales. Maintenant, s'agissant de l'IDEP et des activités que nous mettons en œuvre pour justement essayer d'avoir une réponse globale, holistique à toutes ces questions de développement, bien entendu, il y a toutes les activités de formation qui s'intéressent à la compétitivité des entreprises, particulièrement dans le secteur de l'agro-industrie. C'est un point très important. Nous organisons prochainement des formations avec l'Union africaine, avec l'Agence de développement de l'Union africaine aussi. Donc, l'IDEP, fort de son mandat qui est de renforcer les capacités techniques des fonctionnaires en charge de l'élaboration des politiques publiques en matière de développement et de croissance économique, propose une vaste panoplie de formations qui permettent justement de développer ces capacités et ces formations innovantes qui permettent justement d'utiliser les nouvelles technologies, les nouvelles plateformes. Et donc, on a parlé tout à l'heure de la digitalisation des économies comme étant un vecteur important de la croissance économique. Nous utilisons des plateformes performantes justement pour développer ce type de formation qui permettent aux entrepreneurs, qui permettent aux fonctionnaires de développer des stratégies inclusives afin justement de renforcer les opportunités et les déterminants de la croissance en Afrique. Aussi, bien entendu, toutes les activités de recherche, la question de la fiscalité et du financement, c'est un point qui a été mentionné également, l'accès au financement. Bien entendu, pour innover, il est nécessaire d'avoir accès à des financements. Pour être en capacité de produire et d'avoir des infrastructures qui réduisent justement le coût du commerce et permettent de créer des infrastructures lourdes, il faut également des financements. Donc, nous avons également, dans le cadre de la stratégie post-Covid, développé des programmes de recherche qui permettent justement de définir ou de redessiner des politiques publiques, des politiques fiscales qui permettent à la fois de concilier l'urgence liées à la situation économique et sanitaire, mais en même temps de créer les conditions d'une planification économique durable et résiliente. Voilà les différents points que je voulais mentionner. Madame la directrice, vraiment renforcer encore une fois la dimension de compétitivité prix et hors prix, qui sont deux éléments finalement importants dans le cadre de cette réflexion stratégique, mais aussi toutes les activités de formation et de recherche que nous mettons en place sous le leadership de Madame la directrice de l'IDEP, mais également des divisions de la CEA et des partenaires, afin de créer les conditions d'une croissance durable, mais également qui soit une croissance qui permette de réduire la pauvreté et les inégalités dans les différentes régions du continent. Je vous remercie. Merci Moustapha. Je pense que ton intervention est une excellente synthèse des différents points qui ont été soulevés lors de ce webinaire. Donc, il ne me reste plus, moi, qu'à remercier d'abord à travers vous, Monsieur Fall, et tous les participants du ministère, Madame la ministre, pour sa participation à l'ouverture de ce webinaire. Nous avons beaucoup apprécié son discours et vous avez vu que les participants en demandent des copies, donc nous serons ravis de pouvoir le partager. Je voudrais également remercier tous les panélistes pour la qualité de leurs interventions, mais également pour le temps qu'ils ont passé avec nous, puisque nous avons largement débordé le
programme initialement proposé. Et donc, je pense que le sujet était suffisamment dense pour qu'on n'arrête pas juste à l'heure et demie au départ planifié, mais que nous puissions donner la possibilité à tous les intervenants de réagir aux questions des participants. Merci à tous les participants. J'ai regardé, le nombre n'a pas diminué de manière substantielle malgré le dépassement. Donc, merci à vous d'avoir été présents parmi nous. Moi, je vais juste terminer par une anecdote. Quelqu'un a dit « Apprenons à consommer local » et je crois que c'est très important. Il y a quelque temps, au cours d'une grande conférence, j'ai pris la parole et j'ai demandé aux présents de lever la main s'ils portaient sur eux quelque chose de fabriqué en Afrique. Et puis, comme c'était très embarrassant parce que très peu de mains s'étaient levées, j'ai dit d'accord, c'est pas comme c'était une réunion qui avait lieu donc à l'étranger, j'ai dit peut-être dans votre chambre d'hôtel ou dans votre valise. Et alors là, quelques mains se sont ajoutées aux premières qui se sont levées. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est que on puisse réellement nous-mêmes, à travers la confiance que nous avons dans nos entreprises et des produits qu'elles nous proposent, être capables de contribuer également par notre consommation à leur compétitivité. Et je crois que c'est sur cette note-là que je vais terminer. Je voudrais remercier toute mon équipe qui a travaillé à l'organisation de ce séminaire. Merci encore à vous. Et encore une fois, le sujet est ouvert et nous allons continuer à en discuter parce que je pense que vos recommandations sont très importantes pour nous dans l'orientation de nos travaux de recherche, mais également dans l'enrichissement des points que nous discutons dans nos formations. Merci à vous tous. Et bonne journée, bonne fin de journée et prenez bien soin de vous et restez en bonne santé. Au revoir, à bientôt.